Okay, are we ready to start? Yes, very good. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse, en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 novembre. First, let me mention that the President met with Austrian Chancellor Sebastian Kurz this morning via video conference. The President informed the Chancellor of the EU strategy as regards vaccines and vaccination against COVID-19, and they, of course, agreed to continue to cooperate closely on this matter. Puis, permettez-moi de commencer avec l'agenda de la présidente pour la semaine prochaine. Lundi matin, la présidente von der Leyen prononcera un discours au Forum Schengen par vidéoconférence. Mardi matin, la présidente interviendra à la plénière de la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, COSAC, par vidéoconférence. Plus tard dans la matinée, elle prononcera un discours à la conférence dédiée à la Journée européenne des personnes handicapées, à niveau par vidéoconférence. Mardi encore, elle tiendra un discours au sommet numérique organisé par M. Peter Altmaier, le ministre allemand de l'économie et de l'énergie, par vidéoconférence là aussi. Mardi après-midi, la présidente prononcera d'abord un discours lors d'un séminaire dédié à l'Union européenne de la santé, organisé par le groupe SED du Parlement européen, également par vidéoconférence. Ensuite, elle parlera au sommet européen de la santé, évidemment à nouveau par vidéoconférence. En revanche, mercredi, elle présidera, comme toujours, la réunion du collège physiquement. La présidente von der Leyen prendra également la parole lors du sommet web de Lisbonne mercredi, qui a lieu virtuellement cette année. Elle rejoint 9 membres du collège qui prendront part aux discussions sur l'avenir de l'industrie technologique mondiale. Ils participeront à des tables rondes et à des événements de presse sur diverses politiques européennes visant à façonner notre avenir numérique et à affirmer notre objectif de devenir leader mondial du numérique. Nous partagerons avec vous plus de détails sur leur participation en début de semaine prochaine. Jeudi, la présidente rencontrera M. Alexander Seferin, président de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA. Elle rencontrera également Mme Odile Renaud-Bassot, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Plus tard dans la journée, la présidente s'adressera à l'Assemblée générale de l'association SME United sur Next Generation EU. Et enfin, vendredi, la présidente rencontrera Mme Ana Brnabić, première ministre de Serbie, par vidéoconférence. To finish today's announcements, let me remind you that Commissioner Maria Gabriel is today participating in the video conference of EU research ministers to discuss the new research and development investment targets that were proposed by the Commission in September as part of the new European research area. The German Council presidency will also update ministers on various research and innovation files under the next long-term EU budget, including on Horizon Europe and the European Institute of Innovation and Technology. A press conference with Commissioner Gabriel will take place this afternoon at around 1:45 p.m. With that, we are ready to take your questions. And I pass the floor to Thomas Mierina. Thomas, you have the floor. Thanks. I wonder if the President and the Chancellor also took the opportunity to discuss skiing, since they both read newspapers. I'd be surprised if they didn't tackle that issue. Thanks. Thank you, Thomas, but no, I'm not aware that they discussed skiing. They discussed vaccines. Krzysztof. Thank you very much. I have a question regarding to conditionality mechanism and discussion between Commission, Poland and Hungary. We know that President von der Leyen has sent a letter to Prime Minister Morawiecki, but there are reports that Mr. Morawiecki already replied to that letter, and I was wondering whether you could confirm that and you could tell us a little bit more about these letters, and if there are any direct contact foreseen, I mean, by video conference or by phone. Thank you. Thank you very much, Krzysztof. I can indeed confirm that the President has received
another letter from the Polish Prime Minister, which sets out the position of the Prime Minister with regards to the conditionality mechanism debate that is currently ongoing, and obviously we will answer in due time. You know that the President has explained the Commission's position, in particular during her speech in front of the plenary of the European Parliament on Wednesday. As to contacts, there are no specific contacts that I can announce today. I gave you the President's agenda for next week. This is the state of play for the moment. As you know, it is the German presidency which is in the lead on this, and obviously we are supporting them in their endeavors. Are there other questions for us on the issue of the conditionality mechanisms? Please only keep your hand raised if it is on this. Yes, go ahead again, Christophe. To yesterday's, I'll ask again because I think that you didn't hear me. I have a question regarding to yesterday's meeting between Mr. Morawiecki and Mr. Orban. They issued a joint declaration in which they said their position on the budget remained unchanged. And I was wondering whether there is any reaction from the Commission. Thank you. Thank you, Christophe. Indeed, we have seen the declaration and the statements that were made in the context of the meeting between the Hungarian and the Polish Prime Minister. Quite frankly, the position, as I have just said before in my previous answer, the position of the Commission has not changed, and it was expressed very clearly by the President during her speech in the plenary. We believe that the conditionality mechanism that has been adopted corresponds to the agreement that was found by leaders in July during the European Council. We believe that it is a mechanism that is focused, as it should be, on the protection of the EU budget, that it has mechanisms in place to ensure that it will be applied in an equal and fair manner, and that, of course, it is subject to the review, the measures that would be eventually taken or possibly taken under this regulation would be subject to the supervision of the European Court of Justice. This is our position. I think it is well known. Of course, we have reiterated this on certain occasions, and the President, as I said, expressed his position when she was at the Parliament on Wednesday. Are there other questions for us on this issue? Please only keep your hand raised if it is on this. Nicolas, non, pardon, je vois que Nicolas, que ta question est sur autre chose. Donc, nous reviendrons vers toi ultérieurement. David. Oui, merci Eric. David Carretta, Radio Radicale. C'est lié évidemment, c'est sur le budget et Next Generation EU. Est-ce qu'il y a un plan B que la Commission veut ou pourrait proposer? Merci. Le plan B, il est prévu par le traité. Si il n'y a pas de cadre financier multiannuel qui est en place, le traité prévoit, comme tu le sais, comme nous l'avons déjà expliqué ici à de nombreuses reprises, ce qui se passe d'un point de vue budgétaire. Et bien entendu, les services de la Commission travaillent d'un point de vue technique sur toutes les alternatives. Mais notre priorité est et reste de pouvoir mettre en œuvre tant le cadre financier multiannuel que Next Generation EU le plus rapidement possible et dès le début de l'année prochaine. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet pour nous aujourd'hui? Je n'en vois pas, et donc j'ouvre les débats à d'autres sujets et je passe la parole à Nicolas. Oui, bonjour. Je vais mettre la caméra, comme ça vous me voyez peut-être, c'est mieux. Bonjour, j'avais une question, je pense que c'est pour l'équipe du commissaire Borrell, concernant la Libye et Irini.
je voulais savoir où on en était avec nos amis turcs après les convocations des ambassadeurs européens, italiens et allemands, les différentes déclarations à Ankara, en fait, déniant toute légitimité à l'opération Irini, notamment parce qu'elle n'a pas demandé la permission de la Turquie et de l'OTAN. Et donc, je voulais savoir si de votre côté, il y avait des suites sur cette affaire du refus par la Turquie de l'arraisonnement d'un navire turc par une frégate allemande. Merci Nicolas. Je crois que le HRVP a sorti une déclaration d'ailleurs sur ce sujet, mais je passe la parole à Peter. Oui, merci. C'était une déclaration le mardi où nous avons expliqué les événements, notre position sur l'opération Irini, sur le mandat de l'opération Irini, sur l'inspection et sur l'événement le dimanche dernier. Et la position de l'Union, c'est très clair. Nous avons aussi exprimé sa position et expliqué sa position dans la convocation de notre ambassadeur à Ankara. Et le follow-up, les actions suivies sont comme toujours, si l'opération Irini fait quelque chose dans la zone de sa opération, on va envoyer un rapport à les Nations Unies, à le panel des experts. Et c'est la pratique normale qu'on fait toujours sur les actions de l'opération Irini dans la zone de l'opération, sur les interventions, sur l'inspection et sur les recherches des bateaux. Nicolas, tu as un follow-up. Oui, tout à fait. Je voulais savoir, l'inspection n'a pas donné, vu le temps d'éléments de violation de l'embargo du navire, enfin l'inspection du navire. Est-ce que tout le navire a été fouillé? Donc, est-ce que vous pouvez affirmer à 100% qu'il n'y a pas d'éléments troublants, ou est-ce que c'est uniquement sur la fouille partielle du navire que vous vous prononcez sur le fait qu'il n'y avait pas d'éléments violant l'embargo? Et si tu permets, comme ça évite de reprendre la parole après, je voulais juste, il y a eu, je pense, une rencontre entre l'ambassadeur de l'UE en Libye et les ministres de l'Intérieur et les ministres des Affaires étrangères libyens, aussi sur l'opération Irini, je pense en général sur les questions de sécurité, d'immigration. Si tu avais un point là-dessus, et si je peux me permettre, sur le NDC, sur le budget, le budget des relations extérieures pour la prochaine période. Apparemment, ça bloque. Est-ce que vous avez espoir qu'on arrive à se débloquer, ou est-ce que tu peux nous dire un mot sur le point essentiel ou le point qui vous semble essentiel pour débloquer la situation sur ce sujet-là? Excusez-moi d'avoir été assez long, mais comme ça, je fais d'une pierre trois coups. Merci. 3 points. Sur le premier point, nous avons déjà expliqué que dans la déclaration que jusqu'à le moment de l'interruption de l'inspection, on n'a pas trouvé aucun matériel illégal. Mais on ne pouvait pas finir avec l'inspection parce que la Turquie a interrompu l'inspection. Le deuxième point sur la rencontre spécifique, je n'ai pas aucune information. Le contact de notre ambassadeur sur place sont une chose quotidienne, donc je ne suis pas sûr si on distribue les informations sur chaque rencontre de l'ambassadeur. Ce n'est pas une habitude ici, mais en général, nous sommes en contact régulier avec nos partenaires libyens pour expliquer naturellement le modus operandi de l'opération Irini et aussi les autres choses parce que notre engagement avec la Libye, c'est une chose qui a lieu d'une manière quotidiennement. Et sur le troisième point indiqué, je pense que c'est plus pour Anna expliquer. Merci. On garde cette question et on reviendra sur la question du budget Ndiki dans la mesure où il y a des commentaires spécifiques à faire sur le budget d'un programme particulier tant que la question plus générale du cadre financier pluriannuel n'a pas été résolue. Anna me dit qu'elle reviendra vers toi bilatéralement sur cette question. On va regarder ça et on reviendra vers toi, Nicolas. So let us stay on issues related to foreign affairs and in particular Libya.
Christian, tu as une question sur l'opération Irini et la Libye. C'est pour moi, j'ai raté un moment. Je peux y aller? Il faut rester attentif, Christian. Oui, c'est pour toi. Bon, juste une petite question pour Peter. C'est pas la première fois qu'il dit effectivement que Irini documente toutes les opérations de contrôle qu'elle effectue et elle transmet aux Nations Unies, au panel d'experts. Juste pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent décider et quand est-ce qu'ils peuvent décider quelque chose, puisqu'effectivement Irini a un mandat du Conseil de sécurité. Et deuxième petite précision, le bateau qui a été arraisonné dimanche, c'est un porte-container. Un porte-container, c'est énorme. J'imagine que les navires de l'opération Irini ne font pas du pick-up comme les douaniers, mais que souvent ils sont renseignés en amont pour faire une intervention comme celle-là. Est-ce qu'on peut raisonnablement déduire que rien d'illégal n'a été trouvé, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien d'illégal à bord et qu'on n'a pas pu démontrer cela parce que la perquisition a été interrompue. Merci. Merci. C'est pas pour moi spéculer sur le deuxième aspect de sa question. La première question, c'est plus pour les Nations Unies parce que les opérations de Irini sont dans un mode confidentiel et aussi la transmission des rapports sur les incidents, sur les inspections sont aussi confidentiels. Ce sont les rapports pour le panel des experts des Nations Unies et le follow-up, c'est pour les Nations Unies parce que les opérations Irini ou de la mission Irini sont mandatées par l'Union européenne à base de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour arrêter la livraison des armes à la Libye. Donc, nous faisons notre part. Si nous découvrons quelque chose, si nous avons des doutes, si nous avons des observations, nous partageons tous les éléments avec le panel des experts des Nations Unies. Merci. Restons sur les affaires extérieures. Anna, tu as une question. Bonjour tout le monde, merci pour cette possibilité. Moi, j'ai la question à Nabila concernant Éthiopie. Est-ce que Nabila est là? Nous assurons un service 7 jours sur 7, Anna. Et si Nabila n'était pas là, nous trouverions quelqu'un d'autre pour te répondre. Vas-y. Well, then I ask question in English. The European Union has invested more than 800 million in the last 4 years to prevent famine in Ethiopia. And it's continuing to invest in infrastructures that people are for people's well-being. So my question is, what European diplomacy is going to undertake, what actions to prevent the ongoing humanitarian crisis in Tigray region and to prevent Abiy Ahmed government from destructing the infrastructures and imposing this huge crisis, which the United Nations said that it will touch 200,000 lives. Thank you, Anna. Nabila. Thank you, Anna, for your question. Anna, I think our message is basically loud and clear and focused on cessation of hostilities and returning to a political solution with a strong support given to the EU, to the African Union initiative. We hope that the parties will listen to these sustained and concerted calls. You know that we have been, and especially the HRVP has been very vocal, but he has been also extremely active in his outreach at all levels. He has met the Deputy Prime Minister of Foreign Affairs of Ethiopia, Mr. Demeke Mekonnen, and he had talks with Prime Minister Abiy and Prime Minister Abdallah Hamdok of Sudan in his capacity as a chairperson of IGAD. He also had talks with Mr. Moussa Faki,
the African Union, the chairperson of the African Union. He also, we are having, and we made extremely clear that engagement with high-level envoys appointed by the chair of the African Union should open the door for a dialogue that is the only way forward to avoid further destabilization. As you said, there is a real danger of major humanitarian crisis in Ethiopia and in the close region. The EU is mobilizing additional 4 million euros for refugees arriving in Sudan. The Commission has already provided this year more than 44 million euros to address the humanitarian crisis within Ethiopia. So again, I will repeat, the message is from the EU is clear. An urgent political solution must be found. It is crucial that all parties put in place the conditions that will facilitate unimpeded access to people in need, the cessation of hostilities, the non-interference of an external party, the freedom of the media, and the respect of international humanitarian law. This has been our message that we are conveying to all parties in Ethiopia. Thank you. Thank you very much, Nabila. Are there other questions on foreign affairs for us today? That does not seem to be the case, so I go to Verena. You had a question on the President's agenda, I understand. There seems to be an issue with your mic source today. No, it's okay. Go ahead. Hi, thanks for taking my question. I'm Verena with the German press agency. I seem to remember that you, from the podium, at one point announced a press conference for the 1st of December with the President. I was wondering if this is still planned and taking place. Thank you. Thank you, Verena. Indeed, we have foreseen a press conference to mark the one-year anniversary of the start of the mandate of the Commission. We are looking at the best possible moment to organize such a conference. As you know, there are many things that are happening at the moment. So basically, fixing the specifics requires that we take into account everything that is happening at the moment. So we will come back to you more specifically once we have been able to set the details. Marta, I don't know if you've been able to sort your mic. No, it seems not to be the case. Okay, are there other issues for us today? Nicolas. Oui, excusez-moi de reprendre la parole comme on est proche du week-end. Je voulais savoir, pour revenir sur la question du ski et des stations de ski, est-ce qu'il y a un plan de la Commission européenne pour faire tomber de la neige sur les stations de ski? Parce que j'ai entendu tout ce débat qui, pour l'instant, me semble théorique. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis quand même à la montagne. Au-dessous de 2000 mètres, il n'y a pas un gramme de neige aujourd'hui. Et il n'y en a pas d'annoncé pour les jours à venir. Donc je voulais savoir si vous aviez un plan sur la comète sur ce sujet-là. Merci Nicolas. Je me demandais si ce qui est derrière toi sur le mur, ce sont des bâtons de ski ou des skis d'ailleurs de manière plus générale. Et je crois que je viens d'avoir la réponse. Et vu l'écharpe que tu portes, je me disais bien que tu étais en altitude. Comme tu le sais, nous avons des plans pour essayer de lutter contre le changement climatique. Ces plans sont très connus. Je ne vais pas demander à Viviane de monter sur le podium pour te les expliquer en détail. Tu trouveras toute la documentation nécessaire. Mais tu fais un point qui me semble essentiel et que nous faisons souvent ici en salle de presse et que les commissaires font souvent, c'est qu'il y a un lien très étroit entre nos politiques pour lutter contre le changement climatique et les perspectives économiques qui s'offrent à l'économie européenne et de manière générale à l'économie mondiale. Et essayer de dissocier les deux est un exercice complètement
artificielle. Et c'est pour cela que nous essayons de lier ensemble tous les éléments de notre politique économique, de notre politique climatique. Tu sais que dans le semestre européen, par exemple, il y a maintenant des références très nombreuses aux Sustainable Development Goals, je ne sais plus comment on dit en français, aux objectifs de développement durable. Voilà, ça m'est revenu. Tout ceci, effectivement, est lié. Donc, je souhaite pour toi qu'il tombe de la neige ce week-end si tu avais prévu de faire du ski. Voilà, et sinon, un bon petit plat savoyard ou je ne sais pas où tu as, ça pourra peut-être compenser. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Ça n'est pas le cas, donc merci de votre attention et à lundi.